Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Point d'Orgue sur Radio CHU. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le musicien Luis Cazorla. Bonjour. Bonjour. On va attaquer direct. Vous êtes né au Chili et vous jouez surtout de la musique andine. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette musique ? Alors cette musique, là de particulier, ce sont ces sonorités avec les roseaux, avec ce système un petit peu qui est resté pentatonique, ce système un peu à 5 sons qui est présent dans toutes les musiques traditionnelles, et c'est aussi une musique qui a résisté à beaucoup au temps et aux invasions, et voilà, donc c'est peut-être aussi pour ça que j'adore cette musique. Et il y a des thèmes particuliers qui sont évoqués dans ces musiques-là ? Au départ, ce sont souvent des thèmes liés à la nature. Ce sont des thèmes parce que les peuples originaires sont très très proches de la nature, de l'environnement, et donc il y a tout le temps une sorte de remerciement à la terre, à la Pachamama, à l'Inti, au soleil, et voilà, tout est lié au cosmos aussi. Donc ce sont des sonorités qui essaient de reproduire aussi un petit peu ce qu'ils ressentent au niveau de la nature. Je le disais, vous êtes né au Chili, vous êtes arrivé en France très jeune, et vous dites que l'art vous aide à faire le lien entre vos deux cultures andines et européennes. C'est important de garder ce contact avec vos racines tout en revendiquant une identité européenne aussi ? Oui, parce que en fait, quand j'ai grandi ici en Europe, j'ai eu cette formation aussi musicale occidentale, mais en même temps, il y a l'appel de mes racines qui ont fait que mais le pont, comme tu viens de le dire, le pont a été fait grâce justement à ce matériau qui est le roseau, ou le bambou, qui m'a permis de faire le lien avec le souffle. Voilà. Et la musique européenne, vous l'avez apprise où ? Alors la musique européenne, j'ai démarré un petit peu en autodidacte parce que je pouvais pas. Enfin, j'avais envie de rentrer au conservatoire avec la flûte des Andes, mais il n'y avait pas. Ah oui. Et donc la condition, c'était de faire la flûte traversière, mais j'avais vraiment envie de développer cet instrument andin, et donc je l'ai fait en autodidacte. Je me suis formé en lisant, donc c'était plus dans cet état d'esprit-là. Et j'aime beaucoup la musique classique, dans la période classique surtout, et bien sûr le baroque avec Jean-Sébastien Bach, Mozart. J'ai grandi avec eux en fait. Voilà. Vous avez des modèles dans la musique européenne, des modèles aussi dans la musique andine ? Oui, les modèles, ce sont au départ les musiciens qui étaient aussi en exil, des groupes qui étaient à l'exil dans les années 70, comme le groupe Le Quilapayún, le groupe Inti Illimani, qui eux ils ont réussi à survivre en Italie, à Rome, Quilapayún à Paris, et après des groupes comme IAP, ou un grand groupe chilien qui lorsqu'ils sont venus faire une tournée en Europe, ils se sont arrêtés à Bordeaux, au conservatoire de Bordeaux. Je me rappelle, c'était en 85. Et c'est là, en les voyant, j'avais 14 ans, c'est en les voyant que je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux faire. Parce que il émanait d'eux une puissance sonore, une vérité, une sensibilité profonde de ce qu'il racontait dans les messages de la terre, et surtout avec ces grandes flûtes que j'avais jamais vues auparavant. C'est des flûtes de Pan qu'on appelle ici, immenses, et ils avaient une sonorité, des graves qui me touchait énormément, et c'est là que c'est à partir de ce groupe-là que j'ai voulu faire cette musique. Et donc pour moi, ce sont ces trois groupes qui m'ont fait découvrir, mais après, petit à petit, j'ai découvert qu'il y avait d'autres musiques au Chili, en Amérique du Sud, et je les ai découverts au fur et à mesure.
Grâce à ça, donc. Et la flûte des Andes, c'est la même chose que la flûte de Pan, il n'y a pas de différence? C'est un autre instrument? C'est le nom générique, la flûte de Pan. Ouais. Tous les instruments qui sont faits en fait en roseau et avec une attache bien particulière sous forme de radeau en fait. Quand si on les met à plat, on a l'impression que c'est un radeau. Et donc tous ces instruments qui sont faits de cette façon-là, on les appelle flûte de Pan. Donc après, à l'intérieur, il y a des familles, il y a des sous-familles, et la flûte des Andes avec la flûte de Pan, elle n'a rien à voir au niveau du lien. Mais c'est le nom que ont donné les musicologues à ce genre, à cet instrument-là. Nous, on les appelle, elles ont des noms bien déterminés. C'est la famille des sikus. Les sikus, c'est le nom qu'on retrouve dans la culture mapuche et la culture aymara et quechua. Donc c'est vraiment ce nom qui leur a été donné. Après la Sampoña, quand les Espagnols sont arrivés, ils ont donné un nom qui s'appelle Sampoña, mais qui n'a rien à voir avec le vrai nom qui est le sikus. D'accord. Et c'est une différence dans la fabrication ou c'est pas du tout la même chose? Alors la fabrication, c'est le son et en même temps, c'est pas c'est pas du roseau, la flûte de Pan. Ici, la flûte de Pan roumaine ou grecque, elle est faite en bambou et l'attache, c'est pas la même attache, c'est-à-dire elles sont collées et sont un petit peu courbées en demi-lune. Elles sont en demi-lune, donc en fait, c'est pour être joué individuellement. Donc la façon de jouer n'est pas la même non plus, parce que la flûte des Andes, elle est faite pour être jouée à deux ou en communauté. Elle est faite de partage. Et la flûte de Pan, elle est individuelle. D'accord. Il y a d'autres instruments typiques de la musique andine? Oui, il y a la quena. La quena qui est une sorte de flûte à bec, sans bec, il a une encoche. Au départ, il n'y a pas de bec, mais c'est une encoche qui fait que ça lui donne une sonorité bien particulière aussi. Et c'est un instrument qui est fait de bambou, bien particulier. Et c'est l'autre instrument le plus connu, la quena, et le quenacho qui est de la même famille, mais un peu plus grave. Encore un instrument avant. Et vous vous intéressez notamment, vous l'avez déjà mentionné, à la culture aymara. Qu'est-ce que c'est? La culture aymara, c'est une culture ancestrale. C'est une culture qui vient de l'époque pré-coloniale. Et ce sont des peuples qui existaient avant l'arrivée des Espagnols et qui vivent encore au Pérou, Bolivie et nord du Chili. Parce que le nord du Chili, il y a eu une époque où faisait partie de la Bolivie et du Pérou. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Pourquoi maintenant c'est devenu le nord du Chili chilien. Mais avant les frontières, ces peuples-là, ils vivaient sur la côte péruvienne, dans la cordillère des Andes et une partie du nord du Chili. Et à partir de la période des indépendances en Amérique latine, il y a eu une coupure, les frontières sont nées et donc on a séparé ce peuple. Comme le quechua, c'est pareil, ce sont des cultures, c'est au niveau du langage qu'on les différencie, parce qu'il y a une même croyance au niveau ancestral, au niveau de la terre, au niveau de la cosmogonie qui est la même, mais c'est au niveau du langage aussi qui est différent. Et donc cette séparation a été faite, mais le peuple continue à vivre comme une entité. Il y a quand même presque 1 million d'Aymara au Chili, au Pérou et Bolivie. Entre ces pays-là. Ouais. Vous avez écrit justement une cantate pour le peuple Aymara. On va en écouter un extrait qui s'appelle, pardon pour l'accent, Lengua Madre, et vous allez nous en parler juste après. Nuestras viejas madres ancestrales tejían ponchos de colores esperanzados y las vicuñas jugaban en la pampa silenciosa. Ese tiempo no se ha detenido, pues, y la palabra de la canción necesita tu boca.
lengua sabia. Volveremos a encontrarnos cuando entiendas lo que digo. De la cosecha de todos, era el tiempo de tu canto en el mío, era el tiempo del combate y el sueño, era el tiempo del trueno y el beso. Sabia, volveremos a encontrarnos cuando entiendas lo que digo. En esta lengua madre, en esta lengua sabia, volveremos a encontrarnos cuando entiendas lo que digo. En esta lengua madre, en esta lengua sabia, volveremos a encontrarnos cuando entiendas lo que digo. En esta lengua madre, en esta lengua sabia, volveremos a encontrarnos cuando entiendas lo que digo. Lengua Madre sur Radio CHU, un extrait de la cantate pour le peuple Aymara composée par l'invité de Point d'orgue Luis Cazorla. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu cette cantate et ce morceau que vous avez choisi particulièrement ? Oui, alors c'est un hommage que j'ai voulu rendre au peuple Aymara, justement le peuple qu'on a parlé juste avant. Et j'ai eu la chance de connaître aussi un grand ami, un compositeur français, et Mathieu Benassin, avec lequel on a travaillé sur les arrangements de cette œuvre. Et c'est une œuvre que j'ai voulu faire avec un grand groupe qui s'appelle les Quilapayún, qu'on avait cité juste avant. Et donc les voix qu'on entend, les voix masculines, ce sont les Quilapayún qui sont sur Paris. Et avec un groupe de La Serena, qui est un petit peu au nord du Chili, un groupe andin, c'est un excellent groupe qui maîtrise à perfection les instruments andins, et un chœur mixte et un chœur d'enfants aussi, avec des textes de Osvaldo Torres, qui est un grand poète, musicien, peintre, enfin, il fait beaucoup de choses artistiques chiliens, qui était à l'origine justement aussi du groupe Iyapu que j'avais cité juste avant. Et donc pour moi ça a été une énorme chance de pouvoir faire cette œuvre avec ces musiciens et cet ensemble-là. Et lengua madre, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le langage, l'identité du peuple. C'est ça, exactement. Lengua madre, c'est vraiment très très fort parce que dans le texte, ils disent que c'est le dialogue entre le peuple originaire et les Européens. Et donc, c'est un petit peu se dire, nous réussirons à nous comprendre lorsque tu comprendras mon langage, lorsque tu comprendras comment je suis, de ce que je vis. Et donc, c'est ce que veut dire cette chanson. C'est un petit peu quelque chose de positif, puisque c'est pas ce qui s'est passé lors de la conquête, mais c'est une sorte d'espoir qui est dans ce texte, très très beau texte d'Osvaldo.
Et depuis toujours, vous vous attachez à faire connaître la musique, les musiques andines, au plus grand nombre, aux enfants notamment, et aux ados. Quand on fait découvrir une autre culture, j'imagine qu'il y a des clichés à déconstruire. Et comment on intéresse des jeunes, des ados à ces cultures-là ? C'est vrai qu'il y a eu quelques années, mais ça reste un petit peu les clichés de la musique andine. C'est le fameux morceau Condor Pasa, par exemple, oui. le fameux morceau que tout le monde a en tête, mais qui justement n'est pas un morceau andin. Donc c'est ça qui est extraordinaire. La musique andine s'est fait connaître avec un morceau qui vraiment n'est pas un morceau andin, puisque le Condor Pasa, exactement. Parce que le Condor Pasa fait partie d'un opéra, de musiciens péruviens, Daniel Amalia Robles, qui a composé une œuvre, le Condor justement, une œuvre, enfin, qui s'appelle pas exactement comme ça, je me rappelle plus exactement son titre, mais c'est un opéra qui a été fait en 1914-15, et la mélodie, une des mélodies qui était de cet opéra, a été reprise dans les années 1960, par un groupe qui s'appelle Los Incas, un groupe péruvien, et qui est devenu l'hymne, disons, de la musique andine, mais qui est vraiment pas une musique andine. Donc il faut leur expliquer. Et c'est ça, et donc leur expliquer ça, non, c'est pas ça. Donc à partir de là, on commence à expliquer un petit peu ce que vraiment est la musique andine. Mais ça me permet en même temps de dire, voilà, ça a été fait, peut-être pas dans un mauvais état d'esprit, mais c'est pas la musique andine comme on joue dans le peuple, dans les communautés originaires. Vous intervenez aussi dans des écoles, vous faites découvrir la musique andine aux petits. À partir de quel âge ? Alors, on commence dès qu'on arrive à souffler, en fait. Donc, c'est à partir du CP, je pense que même des enfants de grande section maternelle peuvent déjà avoir un petit peu des sonorités, des sons, même si c'est pas encore tout à fait bien précis, mais déjà, ils peuvent avoir le plaisir de faire du son, de la musique avec ces instruments-là qui sont pas très difficile à apprendre à jouer. Après, il y a des techniques différentes, mais on peut, en quelques séances, on peut déjà avoir le bonheur de pouvoir faire de la musique. Voilà. Ça doit être un public particulier, les enfants tout petits comme ça. Oui, parce qu'ils sont ouverts un petit peu, ils sont curieux, il y a pas de barrière, donc ils souffrent, il n'y a pas de problème d'avoir peur du ridicule, donc ils y vont à fond, donc c'est extra, oui. Et vous êtes également à la tête d'un ensemble de flûtes des Andes qui s'appelle Los Laquitas del Sol de Francia. Ça existe depuis quand ? Alors, c'est un groupe qui existe depuis 2015 et ça a été monté pour partir. C'est un projet qu'on avait fait avec l'école de musique de Blanquefort et des élèves de Pessac pour faire une tournée en 2017 au Chili. Et donc, on a monté cet ensemble pour pouvoir faire une œuvre qu'on a tournée là-bas avec des collégiens de là-bas, avec des musiciens, les Licanantay que vous avez entendu tout à l'heure, ces musiciens qui nous ont accompagnés sur une tournée qu'on a faite au Chili. Et c'est un ensemble qui continue à jouer et à mener des projets. Là, on va recevoir au mois de février de 2020 un groupe de musiciens, d'élèves qui vont venir de Santiago et nous montrer un petit peu la musique folklorique chilienne, qui n'est plus andine, mais la musique folklorique chilienne avec l'accordéon, guitare, chant. Et ces échanges, ça permet aussi, même pour les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, de se rencontrer entre pays ? Oui, c'est tout à fait l'idée parce que on va là-bas et on essaie qu'il y ait des enfants qui puissent revenir ici. Et on a reçu l'année dernière un orchestre symphonique latino-américain de La Serena, donc des jeunes collégiens qui ont réussi pendant 1 an et demi à économiser de l'argent pour pouvoir venir ici. On les a accueillis l'année dernière et ils ont fait une très très belle tournée. Et là, on repart. Je vais repartir pour les rencontrer parce qu'ils veulent revenir d'ici 2 ans avec d'autres élèves. Voilà. Oh, c'est des beaux projets, tout ça. Ça se traduit, si ça se traduit, comment Los Laquitas del Sol de Francia ?
La guitas, en fait, c'est la façon de souffler. La guitas en aymara, c'est le souffle. Et aussi, c'est une formation musicale qui est née au Chili. Normalement, c'était une formation musicale qui était faite en PVC, en formation PVC qui existe encore. C'est les musiciens chiliens. C'est une formation qui a été inventée par des musiciens du nord du Chili pour contrer un petit peu l'interdiction qu'avait fait Pinochet, le dictateur à partir de 1973, qui avait interdit tout le lien qu'il y avait avec la Bolivie et le Pérou, et donc les instruments andins, ils étaient bannis, ils ont été brûlés, comme à une époque on a brûlé les livres. Là on a brûlé les instruments andins, donc tous les quenas et sikus ont été brûlés. Donc, pour contrer ça, ils ont eu l'idée d'inventer une nouvelle façon de jouer, et une façon qui a été créée au Chili, qui s'appelle les laquitas, en PVC. Et ça reste aujourd'hui encore. Et ça reste toujours encore. L'heure tourne, ça va être déjà le moment de marquer notre deuxième pause musicale. Nous allons donc écouter des Cadena y Cascabel de Marca Amaru, c'est ça ? Très bien. Et on se retrouve juste après sur Radio CHU. Des Cadena y Cascabel de Marca Amaru sur Radio CHU, un choix proposé par l'invité de Point d'Orgue, Luis Cazorla. Pourquoi nous avoir proposé ce morceau ? Alors c'est un morceau qui me tient à cœur parce que c'est un rythme qui s'appelle caporal, et qui vient un petit peu de saya, qui vient de la Bolivie. C'est un hommage, c'est un rythme qui a été créé pour rendre hommage aux esclaves noirs qui ont été amenés en Bolivie pour travailler dans les mines. Et donc ce sont des rythmes qui sont mélangés avec la culture andine. Donc les afro-descendants, on les appelle en Amérique latine, ont une culture très 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 forte, et c'est au niveau du rythme. Et ce rythme-là, il est très intéressant parce que c'est un mélange de rythme un peu africain, un hommage au peuple africain, et avec le flûte des Andes. Et des cadena et cascabel, ça veut dire ça. Cadena, c'est les chaînes, et cascabel, c'est les grelots qu'on entend quand il fait le rythme. Donc c'est pour mettre en parallèle le son des chaînes quand ils étaient enchaînés, les esclaves, et les sabots de chèvre, les percussions, les sonnailles qui ressemblent au son des chaînes des esclaves. Tout a une histoire très profonde à chaque fois, c'est vraiment intéressant. Et vous êtes, donc on en a parlé aussi, compositeur. Vous avez appris à composer tout seul ? Oui, comme au départ, j'ai commencé juste à écrire les mélodies, à écrire les grilles d'accords. Et petit à petit, je suis rentré, justement, la rencontre avec mon ami Mathieu Benassin m'a permis d'aller plus loin dans la composition à plusieurs voix. Et ça m'a permis aussi de lire beaucoup. Voilà, j'ai appris comme ça aussi. Vous avez écrit notamment un conte musical, Pablito de los Andes. C'est un format particulier. Qu'est-ce qui vous a attiré vers ce genre-là ? Je suis très sensible à travailler avec les enfants. Et donc, je travaille beaucoup aussi dans les écoles. Et donc, je me suis dit, il faut, au lieu de faire des chansons qui ont été déjà faites, des contes qui ont déjà été composés par d'autres personnes, j'ai dit, je vais faire un conte, je vais créer des contes pour ces enfants-là, avec des thématiques qui me sont proches. Et donc, la nature, les peuples originaires et la problématique de l'eau. Et donc j'ai créé un petit personnage qui s'appelle Pablito, et qui est un petit personnage qui a le même âge que les enfants avec lesquels je travaille, donc des enfants de primaire, et qui va découvrir la vie. Et donc il a pour mission d'aider un petit peu. Et donc ce personnage-là m'a permis de créer et de faire découvrir à travers ce personnage la culture andine et les instruments andins. Et ils ont chanté une œuvre qui a été faite juste pour eux. C'est génial, ça. C'est ça.
Notre émission touche à sa fin. Pour terminer, vous avez accepté de nous jouer de la musique en studio. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter cet instrument que je ne connais pas? Tout à l'heure, j'avais parlé de la quena. Ouais. On avait parlé des flûtes de pan. Et la quena, ce sont ces instruments-là. C'est la quena qui est là. C'est une donc ça, ce sont les deux instruments, quena et quenacho. Donc, on a possibilité, je vais juste faire une petite sonorité de la quena, et puis après je vais faire une petite mélodie avec le quenacho. D'accord. Ça, c'est la sonorité dans les graves de la quena. Et après, j'adore les sons graves. Donc, c'est pour ça aussi que j'adore les sons graves des sikus. Et donc, c'est très doux. Il y a plus de vibrations, je pense, avec l'être humain. Donc, le quenacho se rapproche plus de la voix humaine que la quena. La quena, c'est une sonorité très, très aiguë. Donc, le quenacho, je vais essayer de faire une petite mélodie. Cette mélodie? Oui, c'est une mélodie du groupe IAP où il s'appelle Labradores, ceux qui labourent la terre. Voilà. Mais c'était donc Labradores en exclusivité dans le studio de Radio CHU par l'invité de Point d'Orgue, Luis Cazorla. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Et merci à Pierre à la technique. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à bientôt sur la page Facebook et la chaîne YouTube de Radio CHU.